Bonjour à tout le monde. On part là dans une partie du projet Espérance très différente parce qu'on part des plantations comparatives dans des essais ex situ, dans les essais réalisés en milieu contrôlé. Je vais partager cet exposé avec Nathan Forn, qui est de l'URFNO, euh, parce que on va vous présenter deux expériences différentes. Donc, je commencerai d'abord avec une introduction et après je passe la parole à Nathan. Alors, pourquoi du plein champ et pourquoi stress hydrique? Enfin, pourquoi en milieu contrôlé? Il y a une complémentarité avec les essais en plein champ. Le milieu contrôlé, bien sûr, favorise la gestion du stress et précisément contrôler le stress qu'on applique, son intensité, sa durée, et surtout on peut appliquer le même stress à toutes les plantes dans l'essai. On a une connaissance précise des conditions du milieu, on peut multiplier les modalités qu'on applique et on a bien sûr une meilleure facilité et une précision de faire des mesures. On a aussi des contraintes, on a moins de place qu'en plein champ et du coup le nombre de plantes est réduit et forcément les plantes sont aussi plus jeunes en pot et en conteneur. Je voulais juste faire un petit point pourquoi la sécheresse pour se dire bon aujourd'hui même avec le changement climatique une grande partie de la France et on n'a pas trop de problèmes. Sécheresse c'est le pourtour méditerranéen, c'est en Afrique, c'est pas chez nous. Je vais montrer ici une étude qui date déjà de 2010. Donc pas tout fraîche non plus, et on voit une carte mondiale et les petits points blancs, ça c'est toutes les relèves, tous les rapports d'une mortalité forestière liée à la sécheresse et à la forte température. Je peux bien voir, je ne sais pas si vous voulez m'assurer qu'il y a bien des points qui sont aussi dans les zones qui sont bien plus tempérées, voire boréales. Donc la sécheresse déjà en 2010 concerne tout le monde et tous les forestiers savent que les dernières 2-3 années, les problèmes de sécheresse, la mortalité et dépérissement liés à ça, ça se passe à peu près partout. Donc, il est important de comparer ces différentes espèces qui sont dans les différentes listes des espèces d'avenir pour leur réponse à la sécheresse. Alors, quand on parle de sécheresse, en termes d'expérimentation, il faut la définir un peu plus précisément. On parle de déficit hydrique du sol. Un sol peut être gorgé en eau jusqu'à un maximum, on appelle ça la capacité du champ. Et après, l'eau peut diminuer jusqu'à arriver à des niveaux de sécheresse très fortes. Le niveau le plus fort, c'est que la plante n'a plus accès à l'eau restante dans le sol. On appelle ça le point de flétrissement. Déficit hydrique du sol, on le mesure en mesurant l'eau relative extractible du sol. L'abréviation, c'est REW, ça vient de l'anglais, Relative Extractable Water. On va l'utiliser plusieurs fois dans cet exposé. Et par des observations en pleine forêt, on sait que pour le gros des arbres forestiers, on voit les premières réactions à une sécheresse quand le REW tombe en dessous des 40%. Donc ça, c'est souvent un but dans ces expérimentations, d'explorer cette zone autour des 40% pour voir les différences entre les espèces en termes de leur stratégie de réponse à la sécheresse. Par exemple, réduire la transpiration versus maintenir la transpiration et ainsi maintenir la croissance plus loin à des niveaux de sécheresse plus fortes. Voilà, donc là je passe directement à Nathan qui va vous exposer l'expérience faite aux gens sur Vernisson. Merci Oliver pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc comme évoqué, de notre côté, nous avons mis en place un essai sous serre, donc une serre rigide avec un sol bétonné, ce qui aura son importance pour les mesures ensuite, dont voici une vue d'ensemble. Ces conditions nous ont permis de tester 3 modalités de stress hydrique et 5 provenances de chaînes différentes, avec 3 espèces. Vas-y Oliver. Dans le contexte du changement climatique, donc nous avons comparé le comportement de 3 espèces de chênes, les 3 espèces principales, qui représentent quand même 27% des forêts. Donc nous avons choisi une provenance de chêne pédonculé, une de chêne sessile pour servir de témoin, et évidemment elles ne représenteront pas la diversité de ces essences pour toute la France. Et nous avons également testé 3 provenances de chêne pubescent, qui sont censées a priori mieux résister à la sécheresse, et une essence qui est identifiée comme candidat à la migration assistée.
Oliver, merci. Pour tester le comportement de ces plants, on a rempli des caisses avec un sol forestier assez filtrant, pour observer ensuite le stress hydrique plus rapidement, dont on connaît la composition et la densité. Dans ces caisses, on a planté 30 plantes par caisse, qui mélangent les 6 provenances, donc les 3 chênes pubescents, chênes sessiles et chênes pédonculés. Ça permet de limiter le nombre de manipulations, les pesées, les arrosages, les mesures, et tout en assurant quand même une analyse statistique fiable des données. Cet essai a permis de comparer plusieurs modalités de stress hydrique, donc 3 modalités déterminées par la teneur en eau relative extractible et qui a été convertie donc en teneur en eau, qui est plus facile à mesurer, notamment en pesant les caisses. Donc après avoir calculé la teneur en eau maximale et la teneur en eau minimale, comme Oliver l'a expliqué tout à l'heure, on a choisi de retenir 3 modalités, une sans stress et sans déficit hydrique, une avec un déficit léger, juste en dessous des 40%, et une avec un déficit hydrique important. Et avec ces 3 modalités, on s'attend à observer des différences entre provenance et entre modalités. Donc le stress hydrique, lui, comme je l'évoquais, il est calculé par caisse grâce à un indicateur qui rend bien compte des différences entre modalités et qui permet donc d'avoir le déficit hydrique cumulé. Ces caisses, elles sont pesées avant et après arrosage et ça représente une charge de travail assez importante, donc il faudrait limiter ce nombre de mesures. Il est basé sur le poids cible des caisses, qui est calculé en fonction de la teneur en eau visée par les modalités. Ces arrosages sont fréquents car la teneur en eau chute rapidement à cause de la transpiration, de l'évapotranspiration des plantes. Alors ils sont programmés automatiquement grâce à un arrosage de la serre, mais ils ont besoin d'être vérifiés et corrigés manuellement à cause de problèmes techniques et de problèmes d'arrosage, qui nécessitent encore beaucoup de manipulation. Alors à cause des fluctuations de teneur en eau, certains traits, certains caractères ne peuvent pas être étudiés avec la précision qu'on aurait souhaité. Mais les conditions environnementales sont relevées régulièrement. L'état sanitaire, donc feuilles pendantes, feuilles sèches, mortalité des arbres, est noté chaque semaine. Les descentes de scie, le polycyclisme sont étudiés à l'automne et au printemps. Et la croissance en diamètre relative est aussi mesurée. D'autres mesures impossibles à effectuer dans un essai classique ont été réalisées, donc la teneur en eau relative, le potentiel hydrique des feuilles, la surface foliaire spécifique. Et c'est donc là tout l'avantage des essais en milieu contrôlé, c'est qu'on peut réaliser ces mesures facilement. Et elles apportent des précisions quant à l'utilisation de l'eau pour les plants. Donc avec l'analyse de ces mesures, on a pu dégager quand même quelques tendances, quelques résultats qui semblent importants à dire. Donc le chêne pédonculé testé, c'est celui qui a la meilleure croissance en conditions non limitantes. Par contre, dès qu'on a un stress hydrique important, donc le chêne sessile, la provenance qu'on a de Bercé, ou le chêne pubescent 741 du Languedoc, sont les plus résistants, c'est-à-dire qu'ils poussent aussi bien, voire mieux que les autres provenances, et par contre ils ont un meilleur état sanitaire. Quand on a un stress hydrique modéré, par contre, ces différences-là sont moins visibles, et donc on peut penser que toutes les provenances ont une certaine résistance à ce déficit hydrique modéré au niveau physiologique, qui leur permet de survivre, même si leur croissance est réduite. Au niveau des autres caractères, donc que ce soit le débourrement, la marcescence, les différences elles sont plus ou moins significatives et sont plutôt caractéristiques de l'espèce que des conditions testées. Et donc en conclusion, on pourrait dire voilà que le chêne pubescent, lui, est au moins aussi performant que les autres chênes en conditions sèches et dans un meilleur état sanitaire, ce qui n'est pas forcément le cas en conditions non limitantes. Le comportement du chêne sessile, lui, il est aussi remarquable. Donc ça pourrait être un effet de la provenance, et donc il a des bons résultats qui sont à souligner. Et ces résultats, évidemment, ils sont à nuancer avec le nom de plan par caisse, et qui est une des caractéristiques de ces essais sous serre, donc peu de plans. Et donc comme Oliver l'avait évoqué en introduction, la relation entre le stade juvénile, la croissance des plants qui ici ont plus de 3 ans,
et les adultes, qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Donc, merci pour cette présentation. Oliver, je te rends la main pour que tu continues le diapo. Mais merci Nathan pour avoir exposé l'expérience que vous avez faite. Donc là, je repasse à l'expérience qui était faite en l'UMR Silva, donc INRAE à Champenoux. C'était fait principalement par un étudiant en Master 2, Arvoire Rabartson, mais avec l'aide de plusieurs collègues de l'équipe par physiologie de la réponse à l'environnement, Didier Letier et David Combemal, mais aussi des collègues de notre plateforme Silvatech pour des missions aussi utopiques, Angélie, Christian Ossan et Bastien Gérard. Donc notre dispositif était assez différent de ce que Nathan vient de vous présenter. On a fait en fait deux expériences en parallèle. Donc, je fais que présenter la première. La première, c'était une sécheresse progressive. Donc, ça veut dire c'est une sécheresse qui se met en place au fur et à mesure du temps et les mesures sont faites à chaque étape de sécheresse pour déterminer qu'est-ce que font les différentes espèces et comment elles réagissent à ces différents niveaux de. Et aussi un peu comme une sécheresse naturelle qui se met en place progressivement. Et donc, on a fait des suivis de croissance, du fonctionnement foliaire, et on a mesuré des isotopes de carbone, dont je vais parler à la fin de mon exposé. La deuxième expérience, c'était une sécheresse beaucoup plus continue, plus long terme, dont je ne vais pas parler ici. Nos objectifs, c'était d'étudier les différentes stratégies des espèces choisies pour répondre à ces sécheresses, et aussi avoir un protocole qui, du coup, est plus applicable sur des arbres en plein champ pour comparer les stratégies entre eux. Notre choix, c'était du coup plus petite. Chez nous, c'était plantes en pot. Donc, on a choisi 5 espèces, un peu un mélange entre feuillus avec 2 chênes et conifères, avec 2 pins et le Douglas. On a pris des espèces sur lesquelles on connaît déjà un peu de choses, comme le chêne pubescent et le Douglas. Et comme Brigitte l'a dit, il y a pas mal d'espèces dans la liste sur lesquelles on ne connaît pas grand-chose. On a beaucoup de données qui manquent et donc c'est pourquoi on a choisi ici d'étudier aussi le chêne chevelu, le pin laricio et le pin rigide. Donc chez nous, les serres sont un peu différents. On a un système robotique dans les serres qui nous permet d'arroser des plantes et le peser automatiquement, de gérer le niveau d'eau dans le sol et donc le déficit hydrique assez précisément et dans le temps. Et donc le plan était d'avoir des plantes à témoin, à 80% de la capacité de rétention de notre sol. Et donc sur une expérience de à peu près 40 jours, descendre les autres plantes à des niveaux de stress de plus en plus forts, en passant par les 40% qui est un peu cette niveau limite, à des niveaux très secs, 20%. Donc du coup, on avait 60 plantes dans la serre, 12 plantes par espèce, 6 témoins et 6 traitements secs. On passe tout de suite à quelques résultats. Ici, on voit dans la première ligne des résultats des mesures de diamètre, simplement. C'est des diamètres relatifs, l'accroissement de diamètre relatif, c'est pourquoi ça commence à pratiquement à 0 au début de l'expérience. Et la même chose pour la hauteur, pour les 5 différentes espèces. Et on voit les développements dans le temps qui, du coup, en même temps, représentent des niveaux de stress de plus en plus forts. Et juste pour relever à quel point on voit des différences, on peut voir que, par exemple, le chêne chevelu, même à des niveaux de sécheresse très très fortes, la croissance en diamètre n'a pas été impactée. Par contre, le pin rigide a été impacté très très fortement et déjà très tôt à des niveaux de sécheresse relativement faibles. Par contre, cette même pin rigide, son croissance en hauteur, elle est très peu impactée, ou par exemple le Douglas, il a été impacté très fortement et déjà très tôt dans sa croissance en hauteur. Donc on peut bien voir que il y a des grosses différences entre les espèces, aussi bien à partir de quel niveau de sécheresse ils commencent à réagir au niveau de leur croissance et à quelle mesure elles réagissent. Les mesures un peu plus en détail, ici ça concerne les mesures de desséchage gazeux, donc ça veut dire on mesure l'eau, le vapeur d'eau qui sort des feuilles et le CO2 qui rentre dans les feuilles. Donc la première ligne, c'est la conductance stomatique qui conditionne la transpiration des plantes. La deuxième ligne, c'est l'assimilation de CO2, qui nous dit combien de CO2 les plantes absorbent et de la matière organique formée. La troisième ligne, c'est le rapport entre les deux. En fait,
un trait qui s'appelle efficience d'utilisation de l'eau, qui est le rapport entre l'assimilation et la conductance stomatique. Donc c'est le rapport entre la biomasse accumulée, faite par les plantes, et l'eau qu'ils ont besoin pour la faire. Et donc c'est le même type de graphe comme jusqu'avant, et là aussi on voit qu'il y a des grosses différences. Par exemple, le chêne pubescent, déjà à des niveaux de sécheresse très très faibles, à un niveau de 50%, on voit déjà que les stomates se ferment et la transpiration elle baisse assez significativement. Où on peut voir par exemple le Douglas, il commence à fermer ses stomates à des niveaux de sécheresse beaucoup plus fortes, en dessous de 40%. Similairement, pour l'efficience d'utilisation de l'eau, la dernière ligne en bas, le chêne chevelu, bon, on voit que l'efficience augmente légèrement à des niveaux de sécheresse plus fortes, mais en fait statistiquement, ce n'est pas significatif. Où on voit de l'autre côté, le pin laricio, il recommence à réagir déjà très tôt et augmente beaucoup son efficience d'utilisation de l'eau. Bon, on peut utiliser tout cet ensemble de mesures pour caractériser un peu les espèces. On a fait un essai graphique un peu ici, où on voit nos 5 espèces en différentes lignes. Et on peut voir que le chêne pubescent ferme déjà très tôt dans la sécheresse ses stomates et baisse son assimilation. Par contre, à des niveaux de sécheresse beaucoup plus fortes, où le Douglas, il commence à arrêter sa croissance relative. Les stomates s'enferment plus tard et donc la transpiration elle baisse plus tard. C'est une façon de caractériser du coup ces différentes semis des différentes espèces. Je n'ai pas écrit une conclusion là-dessus parce qu'elle dépend forcément de la question forestière qui est derrière. Est-ce qu'on veut que la croissance est maintenue, diamètre ou hauteur? Est-ce qu'on veut que l'eau est épargnée pour cet écosystème qu'on essaie de mettre en place? Mais c'était pour montrer la façon d'opérer pour définir les stratégies de réponse à la sécheresse de ces différentes espèces. On avait un autre objectif que j'avais évoqué, c'est de dire de repartir des expériences ex situ en serre vers les plantations communes. Et là, c'est important que cette très efficiente utilisation de l'eau, dont je parlais juste avant, qui est donc le rapport entre la biomasse accumulée et l'eau transpirée par les plantes, un peu deux traits charnières qui sont importantes. La biomasse que les plantes, la forêt a besoin pour le faire. Elles peuvent être estimées simplement en mesurant la composition des isotopes stables de carbone dans la matière organique des plantes. Ces isotopes stables, c'est un estimateur pour l'efficience d'utilisation de l'eau. Et ça a le grand avantage que ça puisse mesurer aussi bien dans les feuilles que dans le bois. Quand on le mesure dans le bois, on a l'avantage d'avoir les cernes, donc ça veut dire on peut aller dans le passé, on peut explorer les différentes conditions climatiques que l'arbre a vécues dans le passé. Et on peut faire ça sur un très grand nombre d'individus. Donc on peut faire ça dans le petit problème est que cet estimateur, il est forcément lié à l'efficience d'utilisation de l'eau par un modèle. Et donc, pour pouvoir comparer les espèces, il faut calibrer cette relation sur une expérience comme celle-ci que nous avons fait. Donc, je montre juste un exemple, parce que c'est des travaux encore un peu en cours, pour comparer le pin laricio en vert sur cette graphique et le pin arachide en rouge. Donc, en ruisseautal, on a cette efficience d'utilisation de l'eau qui est calculée à partir des échanges gazeux qu'on a fait, donc à partir de l'assimilation mesurée et de la conductance mesurée, conductance stomatique mesurée, et en vertical, on a ce qui est écrit ici, petit delta tracé, donc ça représente la composition isotopique en carbone, c'est des valeurs négatives. La chose importante à voir, c'est que les nuages verts et rouges, donc d'abord il y a une corrélation entre les deux traits, donc c'est bien un estimateur, ça fonctionne. Par contre, pour les deux espèces, la relation n'est pas la même. Donc, quand on mesure, par exemple, une composition de 33 000, en termes d'efficience, pour le pin laricio, ça sera une efficience de 100. Par contre, pour le pin arachide, une de 150. Donc, il faut bien connaître ces courbes de calibration pour pouvoir aller de la serre en plantation pour pouvoir comparer ces différentes espèces. Donc, ça c'est un but et c'est des travaux encore en cours et en précision de ces missions de tracé. Et donc, pour conclure, à quoi ça sert d'avoir fait ces expériences? Bon, d'un côté,
on a aussi déjà bien entendu dans les exposés avant qu'en fait, la survie et la bonne croissance de jeunes plantes est une étape importante dans l'installation des nouvelles placettes. Donc, on peut déjà avoir des fortes sécheresses maintenant. On a bien vu les dernières 2 années comment ça s'est passé. Donc, il faut bien que si on veut introduire des nouvelles espèces ou des provenances, il faut bien qu'ils survivent même les premières années déjà là où ils sont plantés. Donc, c'est important de connaître leur réponse même à cet âge-là. Et après la réponse à la sécheresse, la façon de répondre, la stratégie que telle ou telle espèce utilise pour répondre à la sécheresse peut être un critère de sélection pour les futures plantations. Et les analyses dans les conditions contrôlées que nous avons utilisées dans les 2 expériences permet une exposition à une sécheresse bien définie, mais une analyse très en détail. Et donc, on peut caractériser ces stratégies de réponse à la sécheresse. Je vous remercie pour votre attention.